l'Ukraine est, on l'a vu ces 3 derniers mois, est en ébullition, est entrée en ébullition de façon progressive jusqu'à des épisodes, au moins pendant 2 nuits, de quasi-guerre civile, ou de guerre civile, on peut dire on peut risquer le mot. Il y avait des photos aériennes de la fameuse place de l'Indépendance, Maïdan, et on avait l'impression d'être dans un champ de lave en fusion. Alors on a parlé de cocktail Molotov au napalm, pourquoi pas, mais en tout cas on a bien vu que face aux fameux Berkouts, aux unités spéciales de la police, se trouvaient des hommes équipés avec des uniformes, encagoulés bien sûr, mais avec des casques, des boucliers et des armes à feu, puisque rien que 3 arsenaux ou dépôts d'armes ont été pillés à travers le pays. Donc on n'était plus du tout dans une contestation au départ pacifique. Il est très clair qu'il y a une réaction populaire tout à fait justifiée et légitime face à la corruption du régime. Mais en général, on le voit depuis 2004, c'est une équipe de corrompus chasse une autre équipe de corrompus, un clou chasse l'autre. Donc il y avait une contestation populaire justifiée, et puis s'est greffé là-dessus des formations politiques qui, elles, ont tout à fait d'autres buts. Au départ, il y a des revendications nationalistes, ultranationalistes, qui sont russophobe. Et peut-être que cela se comprendre. Après tout, il faut rappeler que dans les années 30, l'Ukraine a subi ce qu'on a appelé le Holodomor. 1, 2, 3 millions d'Ukrainiens ont péri dans des famines qui ont été programmées par le régime marxiste-léniniste, c'est-à-dire le régime stalinien, par Staline lui-même ou par ses sbires. Donc tout cela a laissé des traces profondes et qui ne sont pas près de s'effacer. Toujours est-il que on a une Ukraine russophile et une autre Ukraine eurolâtre. L'Ukraine eurolâtre voyant dans l'Europe, dans l'Union, dans Bruxelles, la panacée universelle à tous leurs maux, puisque nous avons à la fois un pays riche. Les terres sont certainement parmi les plus riches du son-continent européen, mais également avec des ressources minières importantes qui sont non exploitées ou sous-exploitées. Donc un très gros potentiel, un potentiel humain. C'est une nation de 45 millions d'âmes. Mais tout cela est en friche. Au fond, l'Ukraine n'a jamais réussi, pour l'instant tout au moins, pour l'heure, sa transition à partir du socialisme. Donc on a 2 Ukraines, un Ukraine qui lorgne vers l'ouest et un Ukraine qui lorgne vers le nord, qui regarde vers le nord, et tout ça ne présage et ne donne rien de bon. La cassure est là, et les événements de ces 3 derniers mois n'ont fait qu'accentuer cette cassure qui devrait aller en toute logique jusqu'à la partition. Voilà, l'intérêt de l'Europe, c'est d'obéir aux instructions données aussi bien par la Madame Ashton, mais faut bien comprendre que l'Europe, Bruxelles, ça fait partie d'un vaste ensemble euro-nord-américain, euro-atlantiste ou euro-atlantique. Déjà, nous avons une sorte de marché commun qui est en train de se négocier pour qu'il soit plus formalisé, mais qui fonctionne déjà. Il y a une unification, il y a un bloc entre l'Amérique du Nord et l'Europe, mais l'Europe, géant économique, bien que en mauvais état, et en même temps nain politique. Donc on voit bien Madame Ashton, alors que le Royaume-Uni est tout à fait extérieur à l'Europe, c'est Madame Ashton qui dirige sa politique étrangère. C'est quand même paradoxal. Je rappelle que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone Schengen, ne pratique pas l'euro et a ses propres politiques, et le cas échéant, give me back my money, disait Madame Thatcher, se fait rembourser le trop versé par Bruxelles.
Bon, donc on voit bien que l'Europe n'existe pas. L'Europe n'existe que par ces technocrates, ces eurocrates, qui eux-mêmes appartiennent à une sorte d'oligarchie mondiale, mondialiste, une gouvernance mondiale qui s'est installée aux États-Unis, entre Londres, plutôt entre la cité de Londres et Manhattan. On va dire les choses comme ça. Donc voilà, quels sont les intérêts de l'Europe là-dedans. L'Europe, de toute façon, vous voyez bien, n'arrive pas à gérer ses propres membres. La Grèce est en déshérence. Bon, enfin, tout le monde se porte mal. L'Italie est pas au bord de la faillite, mais voilà. La France également. Tout va mal, mais on veut encore maintenant prendre l'Ukraine et on va d'ailleurs financer pas beaucoup l'Ukraine en s'adossant, mais l'Europe va prêter de l'argent si le FMI apporte sa garantie. Alors pauvres Ukrainiens, plaignons-les parce que le FMI va pas leur faire de cadeau. Ils vont découvrir ce que c'est que l'Europe, parce qu'encore une fois, nos bons Ukrainiens européistes sont persuadés que l'Europe c'est la solution à tous leurs maux. Ils se trompent lourdement. Alors, il y a des forces intérieures de contestation, en majeure partie à la fois légitimes et justifiées. Il y a ceux qui ont tenté de récupérer à leur avantage les formations politiques paramilitaires, le cas échéant, et puis il y a les forces extérieures. Les forces extérieures, c'est ceux qui aujourd'hui voudraient réduire la puissance de la Russie. En tout cas, l'empêcher de se développer outre mesure ou contenir la fameuse politique de l'endiguement ou du containment. Et le cas échéant, si l'Ukraine basculait dans le camp tout à fait occidental, dans sa totalité, c'est pourquoi tout le monde, M. Hollande, M. Obama, parle du maintien de l'unité territoriale et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, cela pourrait priver à terme la Russie de son débouché sur la mer Noire, qui est Sébastopol, son unique débouché, qui est la base de la flotte russe de la mer Noire, mais également la Russie se verrait définitivement privée à la fois du grand marché que représente l'Ukraine, c'est, nous l'avons dit, 45 millions d'âmes, mais également des ressources, aussi bien industrielles que les ressources naturelles. Par contre, ou à contrario, si une partition intervenait de l'Ukraine et que la Russie puisse récupérer les zones, les territoires russophones et russophiles, elle acquerrait cette puissance économique qui ferait défaut à l'autre Ukraine. Vous voyez quels sont les enjeux à la fois intérieurs et extérieurs, mais les enjeux sont d'ordre tout à fait stratégique et géostratégique. Madame Nuland, Victoria Nuland, qui est le secrétaire d'État adjoint, donc l'adjoint de John Kerry au département d'État américain, avait organisé l'ambassade américaine comme un véritable PC de guerre pendant les événements de la place Maïdan. Les chefs de l'opposition y défilaient, ils étaient briefés d'importance, on leur donnait des instructions, des méthodes. Ces gens étaient en fait encadrés pour des actions qui étaient des actions à la fois de guérilla urbaine et de subversion politique. Donc le rôle des États-Unis est allé très loin, c'est un rôle offensif, un rôle subversif, mais maintenant aussi les Américains savent jusqu'où ne sont-ils pas allés trop loin. Ils savent qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Parviendront-ils à la refermer avant que tous les diables contenus dans cette boîte ne se soient échappés? Toute la question est là. La réponse russe est une réponse de fermeté. Face au coup de force, coup d'État. Le Parlement de Kiev de samedi dernier, le Parlement qui est envahi, on vote des élections anticipées en fixant une date au 25, on change la Constitution qui était revenue à la Constitution de 2004, mais c'est un coup de force. Qui vote ?
On ne sait pas, on dit le Parlement a voté. Mais vous observerez que nos grands médias sont d'un flou absolu sur la question. Il y avait forcément même si les parlementaires favorables à Yanukovych se sont détournés de lui, qui a voté réellement? Qui était présent? Quelles étaient les forces en présence? On ne le sait pas. Bon, donc c'est un coup de force et qui a été tout de suite avalisé, au moins de façon tacite, par l'Occident, au lieu de dire non, les conditions de la légalité n'étaient pas respectées pour la nomination donc d'un président par intérim, qui a abouti hier à la nomination d'un nouveau Premier ministre, mais qui sont tous des européistes, des occidentalistes, et le Premier ministre est un homme, l'un des hommes liges de Madame Tymoshenko, qui est, elle, une ennemie farouche, une oligarque qui a été emprisonnée, vous le savez, une ennemie farouche de la Russie, puisqu'elle demandait déjà à ce que soit annulé, cassé la location, le bail liant la Russie et l'Ukraine à propos du port de Sébastopol, qui, comme nous l'avons dit, constitue ou constituerait un véritable casus belli. Il voudrait que ça soit abrogé dès 2017. Vous voyez, donc ça va très vite. Ce que les Russes ne pourront jamais accepter. Donc, alors, la réponse est une réponse de fermeté. Nous avons parlé des manœuvres militaires, de la sécurisation de la base de Sébastopol par des blindés. Au début, hier c'était 2, et puis 3, 4, 5, 10. Et puis surtout, la prise d'assaut du Parlement régional, puisque la Crimée est une région autonome, du Parlement régional, par des hommes en armes, peu nombreux. Ils ont pris des stations de radio également, donc on a une prise de pouvoir par les russophiles ou les russophones, les Russes même, puisque Moscou distribue actuellement des passeports russes en Crimée. On a une prise du pouvoir de la Crimée de l'intérieur actuellement. C'est l'une des réponses de Moscou. Donc on a une tension, alors que à Kiev, dans le même temps, le nouveau Premier ministre a dit: nous ne laisserons jamais la Crimée, nous conserverons, nous engageons par tous les moyens et donc par la force à maintenir l'unité, l'intégrité territoriale également. C'est le discours de M. Hollande, c'est le discours de M. Obama. Alors, dès lundi, la presse française et européenne parlait ouvertement de partition. Nous avons l'habitude d'une presse plus circonspecte, plus prudente, moins alarmiste, qui essaye de donner une image édulcorée. Il faut dire que la menace devait peser, et surtout pèse aujourd'hui plus que jamais, de façon accentuée, aiguë. Tout cela fait penser à la situation qui prévalait en Géorgie, et particulièrement en Ossétie du Sud, au moment des Jeux Olympiques de Pékin, en août 2008. Comme par hasard, nous avons eu les circonstances étant favorables, tout le monde, la planète entière étant occupée là-bas par ce qui aurait dû être la trêve olympique. La Géorgie envahit l'Ossétie du Sud. On a dit bien sûr par la suite que c'était la Russie qui avait pris l'initiative des hostilités, ce qui était complètement faux, mais nous sommes habitués aux relectures journalistiques des événements et de l'histoire. Là, de la même façon, et là il faut rendre hommage au réseau Voltaire, qui avait annoncé que la guerre civile démarrerait pendant les Jeux de Sotchi. Ça n'a pas manqué. Monsieur Poutine avait les mains liées, il était occupé, il ne voulait pas qu'on lui gâche sa fête, fête qui était destinée à donner une image renouvelée, rénovée de la Russie, d'une Russie moderne, et je crois qu'il y a réussi. Moscou avait énormément investi, 45 milliards, mais ce n'était pas 45 milliards en pure perte, puisque les infrastructures sont réinvesties. Donc là aussi, on nous a menti sur le vrai coût des Jeux Olympiques de Sotchi. Mais c'est une autre affaire, c'est un autre propos. Donc, Monsieur Poutine était non seulement occupé, mais il avait les mains liées. Et donc, les choses ont démarré là et ont abouti à ce qui peut sembler être une révolte purement populaire, purement légitime, et qui en fait a été un coup d'État piloté en sous-main
par le département d'État américain en la personne de Madame Nuland qui était sur place. On a vu aussi se déplacer l'oiseau de mauvais augure, Monsieur BHL, quelques jours, une petite semaine avant les grands événements de Maïdan et les tueries, on ne va pas parler de carnage, mais les tueries de Maïdan. Monsieur BHL est allé là. Alors là, Monsieur BHL, Monsieur Bernard-Henri Lévy, n'était pas gêné d'être sur la même tribune aux côtés des représentants de l'ultra-droite nationaliste qui étaient tout d'un coup qui recevaient l'onction révolutionnaire, libérale, démocratique et progressiste de Monsieur Lévy. Expliquez-moi. Pour l'instant, là, ça ne le gênait pas. Donc cet homme, lorsqu'il arrive, les plus grands malheurs s'annoncent. Alors, les plus grands s'annoncent, ça n'a pas manqué. D'ailleurs, Monsieur McCain, néoconservateur, l'homme qui voulait nucléariser l'Iran, en tout cas des interventions directes aussi bien en Syrie qu'en Iran, était également passé en Ukraine pour chauffer les troupes. Hein. Et bien, je crois que nous nous retrouvons dans un cas de figure qui est assez semblable à celui de l'Ossétie. Qui depuis, vous le savez, est une république tout à fait indépendante, qui plus ou moins rattachée d'ailleurs à la Russie. Ça avait été une défaite cuisante pour le camp occidentaliste. À ce moment-là, d'ailleurs, on avait préconisé le rattachement de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN. Et puis, très prudemment, les Européens avaient battu en retraite lorsqu'ils se sont rendus compte que le gaz destiné à l'Europe transitait par l'Ukraine et que si la velléité ou l'envie en prenait aux Russes de fermer un peu le robinet, l'hiver serait douloureux, ce qui a d'ailleurs commencé d'être le cas pour la Pologne. Et vous comprendrez pourquoi la France, l'Allemagne et la Pologne sont venus à Kiev pour négocier une sortie de crise. Mais on a vu comment cette sortie de crise s'est achevée par un coup d'État. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait de nouveau une intervention russe à laquelle l'Europe ne peut pas s'opposer. Militairement, l'Europe n'existe pas. Les dernières forces européennes, à part celles du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni sur son île, commande, pilote, donne des conseils, mais reste sur son quant à soi. Les dernières forces européennes, elles sont pour l'instant mobilisées en Centrafrique. C'est les forces françaises. Reste l'OTAN. Mais là, ça veut dire non pas un retour à la guerre froide, ça veut dire un retour à la guerre mondiale. Et certains, d'ailleurs, certaines voix, des voix à la fois autorisées, modérées, évoquent cette éventualité. Alors, nous n'en sommes évidemment pas encore là. Éventualité qui avait été déjà aussi envisagée pour la crise syrienne. Mais là, on a deux crises majeures et qui sont aux portes de l'Europe. La Syrie d'un côté, l'Ukraine de l'autre. La situation est dangereuse, indéniablement. L'Ossétie, c'était une chose, c'était une petite enclave. L'Ukraine, c'est un beaucoup plus gros morceau. Et là, il faudrait, chacun doit éviter de déraper. Et il y a des virages à négocier qui seront très difficiles, surtout à la vitesse où nous allons.